de conclusion de cette belle matinée qui a été engagée ce matin, avec maintenant comme sujet plus particulièrement de cette intervention la situation géographique de l'offre de soins primaires dans notre pays, qui n'est pas, vous le savez, uniforme. En zone urbaine ou rurale, les conditions d'accès aux soins ne sont pas les mêmes. Des pistes sont possibles, cependant, pour rendre les territoires attractifs ou encore regrouper des professionnels de santé, mais tout cela a un coût et l'économie, c'est le domaine d'intervention de notre invité. Julien Mousquès, vous êtes enseignant et chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Vos recherches portent notamment sur l'analyse des organisations de soins ou encore des mécanismes de rémunération et de régulation des professionnels de santé travaillant en soins primaires. Je vous donne la parole. Pardon pour l'installation. Merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai fait un long chemin hier depuis Rennes en passant par Paris. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je remercie évidemment le CODES et puis l'Agence régionale de santé, mes collègues qui ont contribué à bon nombre de travaux dont je vais vous parler ici. Et donc je suis effectivement enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique et également directeur de recherche dans un institut de recherche qui s'appelle l'IRDES et qui est localisé à Paris. Donc la tâche qui m'est donnée est de vous présenter des éléments d'information qui viennent du monde de la recherche académique et du monde de la recherche académique à disposition d'un public plus large, sur à la fois les éléments de constat, les éléments relativement aux mécanismes et déterminants qui expliquent ces inégalités de répartition géographique, et de revenir sur les résultats qu'on peut observer, de stratégies de réponse, de mesures, d'actions, d'interventions, dont bon nombre ont été évoqués ce matin et que vous expérimentez sur votre territoire depuis de nombreuses années maintenant. La question de la raréfaction de l'offre de soins qu'on vit en France s'inscrit dans un cadre global plus général qui est pointé par l'OMS. C'est un sujet d'intérêt extrêmement fort de la part de l'OMS et un élément cœur de son action. Les ressources humaines qui travaillent dans le champ de la santé par rapport aux autres secteurs d'activité, c'est pas moins de 10,5 à 11% de l'ensemble des ressources humaines dans les pays de l'OCDE qui sont dans une activité de santé ou sur le social. Et on n'est pas le seul pays à connaître un processus de raréfaction de cette ressource humaine, mais l'intensité avec laquelle on la vit et les réponses qui ont été apportées au cours des 20 dernières années est quand même particulière. Donc les pays riches ne sont pas exempts de difficultés relativement à ce processus de raréfaction. Et on estime aujourd'hui dans les pays de l'OCDE qu'il y aurait à peu près un manque d'ici 2030 d'à peu près 1,9 million pour les médecins et 4,5 millions pour les infirmiers et infirmières. Donc les pays riches sont également concernés. Les pays européens beaucoup moins que d'autres pays riches, notamment des pays de l'OCDE, et la France se distingue, on va y revenir. Le point important également rappelé par l'OMS et rappelé dans les interventions de ce matin, c'est que cette question du nombre, elle se double d'une question de répartition, a fortiori pour des soins et des services qui sont à rendre en proximité, qui sont à rendre jusqu'au domicile des patients. Et du coup, cette question de la répartition géographique d'un effectif qui est par ailleurs sur une perspective de diminution est un élément central. Dans ce cadre-là, les pays de l'OCDE ont à peu près réagi dans trois grands types de directions.
La première direction, c'est évidemment la question de revoir sa copie sur les flux de formation et les capacités de formation pour former plus de professionnels qui, derrière, s'installent dans ces secteurs d'activité. Le deuxième levier très important qui a été mobilisé avec plutôt de parcimonie en France, c'est la question des migrations de professionnels de santé nés et formés dans d'autres pays que le nôtre. Et évidemment, les pays anglo-saxons ont beaucoup usé et abusé de ce type de stratégie pour évidemment des questions de facilité en termes de mobilité internationale relativement à la pratique de la langue anglaise, mais pas uniquement. Et puis le troisième grand sujet d'action et de type de mesure, il a été évoqué ce matin dans un grand champ qui est celui de libérer du temps médical, qui s'appuie très massivement sur des stratégies relativement au mode d'exercice, mais également des stratégies relativement, indépendamment du mode d'exercice, de travailler sur la question des coopérations entre différentes catégories de professionnels, entre différents métiers, et qui s'inscrit dans un mouvement général qu'on appelle le mix des compétences, le skill mix, qui peut à la fois associer des substitutions d'activités entre catégories de professionnels ou des complémentarités. Je vais vous présenter un certain nombre d'informations générales. Vous connaissez très très bien cette question de la façon dont la France a géré les flux de formation. Vous avez ici les flux de formation en médecine depuis 1972 et la question du numerus clausus qui a été géré, on pourra y revenir s'il y a des questions sur le sujet, de façon relativement étrange, avec une raréfaction massive dans les années 90 des flux de formation qui se traduit évidemment par une raréfaction de l'offre de soins sur les 15 dernières années. Relativement aux projections démographiques de ces médecins, nous sommes actuellement dans cette période qui est sur la gauche du graphique, entre 2020 et 2030. Vous voyez un petit fléchissement, ce fléchissement petit en termes liés uniquement à la question d'échelle, il s'explique par le fait qu'il y aura des rebonds et il faudra y penser. C'est vrai que c'est difficile d'y penser aujourd'hui compte tenu de la situation qu'on vit, mais compte tenu des durées de formation pour les médecins, il est important aussi de l'avoir à l'esprit. Et sur le graphique de droite, vous voyez que ce fléchissement, il touche plus particulièrement l'exercice libéral en jaune, par rapport aux autres modes d'exercice salariés et effectivement dans les soins de proximité en médecine générale, c'est l'une des professions les plus touchées par ces flux de formation. Au niveau et en comparaison à d'autres pays de l'OCDE, vous avez les augmentations en indice 100 2011 des niveaux de dotation pour un certain nombre de pays de l'OCDE. En rouge, c'est la moyenne des 37 pays de l'OCDE. Et en vert à droite, vous voyez les évolutions pour la France. La France fait partie des pays de l'OCDE dans lesquels l'augmentation des niveaux de dotation ont été les plus faibles par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE. Si bien qu'au cours de ces 15 dernières années, la France a reculé de façon massive dans les capacités à répondre à la demande en densité pour 1000 habitants. La France est passée des pays qui étaient dans le premier tiers des pays de l'OCDE en niveau de dotation pour être aujourd'hui dans le dernier quart des pays de l'OCDE avec les augmentations les plus modestes au cours des 15 dernières années. Ça s'accompagne du coup d'un vieillissement de la population de médecins en activité. La France fait partie des 5 pays de l'OCDE avec la proportion la plus élevée de médecins âgés de 55 ans et plus. Ces tendances et le type de mesures auxquelles on a pu mobiliser pour répondre à ce processus de raréfaction, nombre de pays comme ici le Royaume-Uni en vert clair ou la Suisse en pointillé, mais on aurait pu prendre d'autres exemples, se sont beaucoup appuyés sur les migrations pour compenser ces déficits de formation. En France, ce recours a été non pas nul, mais relativement modeste. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 12,3-12,5%
de nos professionnels de santé qui sont nés et formés à l'étranger, et spécifiquement pour les médecins ici. Relativement au recours à des stratégies de substitution et complémentarité avec d'autres professionnels, on a, et c'est ici juste une illustration avec 2 catégories de professionnels, mais on pourrait étendre évidemment à beaucoup d'autres. Il est vrai que d'un point de vue démographique, il y a des professions qui ont connu des rythmes assez importants en termes de croissance des effectifs, notamment les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers-infirmières. Pour autant, et j'y reviendrai plus tard, probablement qu'on a mobilisé avec parcimonie, et même s'il y a une accélération au cours des 10 dernières années, des mécanismes de substitution et de complémentarité. Ça a été évoqué ce matin, des stratégies d'accès direct, du développement de nouveaux métiers. Pour autant, très probablement que c'est une direction dans laquelle la France peut se tourner pour être un peu plus inventif, un peu plus actif dans cette direction, pour essayer de favoriser des nouvelles façons de répartir le travail et de s'organiser pour répondre à la demande. Vous avez ici les flux de formation pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont également très dynamiques. Alors c'est vrai, ça a été très bien présenté ce matin par Madame Duménil, tout ça, ce processus de raréfaction, il va mécaniquement produire des effets sur la répartition. Pour autant, il faut avoir à l'esprit que la France a, d'une certaine façon, toujours eu un peu de mal à répartir de façon homogène ses effectifs, y compris en période de plus grande richesse des flux de formation entrants. Et les déséquilibres de répartition sont assez historiquement installés, même si évidemment en termes d'intensité, en période de raréfaction, ceux-ci sont beaucoup plus prononcés. Sur les cartes que vous avez ici, vous avez à gauche les cartes d'accessibilité potentielle localisée pour les médecins généralistes, qui se traduisent par des indicateurs en nombre de consultations par habitant. Et puis, vous avez cette carte pour le début des années 2010 et la carte pour 2022. Et à droite, vous avez l'illustration de cette même carte pour le département 04. Plus fondamentalement, en France, on a des inégalités de répartition nord-sud, des inégalités intérieure-côte, des inégalités centre-périphérie, des inégalités métropole et Drumcom, des inégalités de répartition entre territoires aisés et désavantagés d'un point de vue socio-économique, et des inégalités entre les espaces frontaliers et non frontaliers. Ça a été très bien documenté, et tout ça est produit par quoi ? Par des éléments qui ont été débattus ce matin relativement aux mécanismes d'installation des professionnels, des déterminants de cette installation. Ça produit aujourd'hui que sur les territoires, quelles que soient les combinaisons de soins de proximité qu'on va combiner, tout à droite la médecine générale, et puis sage-femme, masseur-kiné, infirmier, ou des combinaisons de ces professionnels, que ça soit dans les espaces urbains en bleu, ou que ça soit dans les espaces ruraux en jaune et en violet, on estime aujourd'hui qu'il y a une proportion très importante de la population qui vit, qui exprime et qui expérimente des difficultés d'accès massives aux soins de proximité et aux soins de premier recours, avec des proportions de population qui vont jusqu'à 20, 30, 40% de cette population qui vivent au quotidien des difficultés d'accès que vous connaissez bien et qui ont été documentées ce matin. Cette difficulté, en France, elle est particulière, elle est spécifique. Lorsqu'on regarde les niveaux de dotation entre les espaces ruraux et des espaces urbains dans différents types de pays de l'OCDE, y compris des pays qui ont des problématiques géographiques, probablement pas plus simples que nous, à résoudre, comme par exemple la Norvège, comme par exemple l'Australie, avec des espaces très isolés, très peu peuplés, des espaces avec beaucoup plus de population, des espaces urbains et des espaces ruraux. On regarde les niveaux de dotation entre ces deux types d'espaces. Là, on m'a coupé le micro, ah non c'est bon. La France, peut-être que je suis trop long, la France fait partie des pays dans lesquels ces écarts de niveau de dotation sont les plus importants.
Donc on a quelque chose de particulier dans la production de ces écarts et dans la production de ces inégalités de répartition. Dans les enquêtes européennes, qui permettent, sur des échantillons représentatifs de population, la France fait partie des pays dans lesquels la proportion d'individus qui expriment les difficultés de recours aux soins sont relativement importantes. Et effectivement, dans les deux raisons qui motivent ces difficultés, cette expression difficulté d'accès aux soins, il y en a autant qui concernent des questions relativement aux capacités financières que de questions relativement aux facilités d'accessibilité et donc à la question des mobilités et à la question de la disponibilité de l'offre. Donc il y a un vrai enjeu en France à comprendre les mécanismes qui vont déterminer ces inégalités et de voir vers quel type de mesures et quel type d'actions on pourrait se tourner pour essayer de les résoudre dans le contexte général de cette raréfaction de l'offre. Alors, quand on s'intéresse à la question de la mobilité de la ressource humaine, c'est aussi bien d'aller regarder dans d'autres secteurs d'activité. Et lorsqu'on regarde les déterminants dans d'autres secteurs d'activité, on observe qu'un levier qui a été beaucoup mobilisé en France au cours des 30 dernières années, qui est un peu plus remis en cause au cours des 10 dernières années récentes, on s'est beaucoup focalisé sur la question des incitations financières. Et dans d'autres secteurs d'activité, il a déjà été montré que ces incitations financières ont finalement des impacts relativement limités dans leur capacité à déplacer les ressources humaines vers l'endroit où on a le plus de besoins. En santé, il se rajoute des propriétés particulières, a fortiori lorsque les professionnels sont très majoritairement rémunérés à l'activité et très majoritairement rémunérés de façon individuelle, dans le cadre d'un contrat individuel avec l'assurance maladie, des mécanismes de relation entre les professionnels et les patients qui font qu'il n'y a pas d'indépendance entre ce qu'on va appeler l'offre et la demande en santé et qu'il n'y a pas de convergence naturelle, de localisation d'une activité naturelle sans outils de régulation qui permettent d'amener des nouveaux offreurs de soins là où il y a le plus de besoins. Donc il faut s'interroger sur les motivations, sur les préférences qui président au choix de localisation. Et lorsqu'on fait cela, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de leviers qu'il faut mobiliser, et dont un qui a été énormément débattu ce matin, c'est la question des conditions de travail et des modes d'exercice mobilisés dans le cadre des politiques françaises, notamment sur les stratégies visant à déployer des maisons de santé. Donc, si on s'intéresse à ces déterminants et ces mécanismes, on va pouvoir mettre en place des politiques qui sont en rapport avec différents types de temporalité. 4 mécanismes principaux sont identifiés. Évidemment, la question de la rémunération espérée va être un élément déterminant. Donc si les professionnels, a fortiori, si leurs conditions de travail, comme ça a été évoqué ce matin, ne sont pas favorables, ils pourront être sensibles à la question des incitations s'ils sont très loin de revenus qu'ils espèrent ou si, en combinaison, pour ce revenu, ils ont des conditions de travail très dégradées. Deuxième déterminant, les choix sont à la fois des choix individuels relativement à des aspects professionnels, donc la question des modes d'exercice va être très déterminant et aujourd'hui, la tendance internationale générale est au refus de l'exercice isolé, donc évidemment, le fait de proposer des modes d'exercice regroupés, centres de santé, maisons de santé et autres formes, va être un élément déterminant dans la capacité à proposer des modes d'organisation et des modes d'exercice qui vont être attractifs pour les nouveaux diplômés, mais aussi la question des choix familiaux, des choix qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet du ménage, avec des couples qui sont aujourd'hui pour la plupart biactifs, et donc cette question d'avoir des territoires qui sont attractifs en termes d'emploi pour le conjoint, des territoires qui sont attractifs en termes de services, et évidemment, les territoires ne sont pas égaux dans les opportunités et dans les capacités qu'ils ont, que ce soit lié aux aménités environnementales, aux aménités en termes de services et autres. Et donc là se pose vraiment la question d'essayer de lier la question de la politique d'aménagement du territoire avec la politique sanitaire, et évidemment, les élus qui sont ici présents savent que c'est un exercice extrêmement complexe. Et la politique sanitaire ne peut pas, d'une certaine façon,
refaire ce qui aurait potentiellement été en partie défait ou pas suffisamment accompagné par la politique d'aménagement du territoire. Et puis, il y a la question très très importante des déterminants individuels, idiosyncratiques, et parmi ceux-là, il apparaît que la question, et ça a été évoqué ce matin, des milieux d'origine, notamment au moment du collège et du lycée, des attaches familiales, des attaches personnelles, de la façon dont elles ont été construites, peut être et est observé comme un déterminant assez central de la localisation d'activité. Et donc, bon nombre de pays ont réfléchi à ces questions-là, et pour le coup, on a vu des mesures évoquées ce matin. Il est fort probable que la France n'ait pas encore complètement construit sa réflexion sur ces questions-là pour revisiter son processus qui rentre dans les études de médecine, son processus de sélection, quel contenu on propose et où se passe cette formation, et les conséquences de tout cela sur les installations. Donc il y a des mesures qui sont à différents moments du cycle de vie professionnel, avant les études, au moment des études, au moment de l'installation et relativement au maintien. Des mesures qui sont portées par des politiques plutôt du sanitaire et du social ou d'autres de l'aménagement du territoire. Des natures de mesures très différentes, plutôt incitatives ou coercitives, ou des mesures sur les conditions de travail et les conditions d'exercice professionnel. Des mesures qui visent à attirer des professionnels, mais aussi des mesures, comme ça a été évoqué ce matin, qui cherchent à modifier les organisations de travail pour dégager du temps de certains et ceux pour lesquels on a le plus de besoins. Et donc, c'est ce qu'on appelle des mesures dites à la marge intensive, c'est-à-dire qu'on va, en changeant les modes d'organisation, on va dégager du temps qui va permettre de suivre plus de monde à temps de travail équivalent. Et ça, c'est un élément central dans les capacités d'action, a fortiori à court terme. En France, la question des incitations financières a donc été mobilisée à plein, au moment de la formation initiale, au moment de l'installation et tout au long de l'exercice. La liste des dispositifs d'aide, d'exonération, de taxes et d'impôts est tellement longue que je ne pourrais pas la faire ici. Ce qu'on observe à l'étranger, pour les médecins, je dis bien pour les médecins, c'est que ces dispositifs sont pas suffisamment attractifs et ont des effets extrêmement mitigés. Et je vous montrerai des résultats très récents et non encore publiés sur la France de 3 types d'incitations qu'on a pu observer avec mes collègues. Pourquoi? Très probablement parce que, d'une façon générale, les revenus d'activité aujourd'hui moyens pour un médecin libéral est très probablement pas si éloigné de son revenu espéré, et donc la capacité de l'incitation financière à compenser des coûts d'opportunité de « j'avais pas envie d'aller m'installer là » et cette prime va tout d'un coup révéler une envie soudaine est relativement modeste et modérée. Ceci dit, évidemment, si on combine ça avec des améliorations de conditions de travail, si on combine ça peut-être pour certaines professions pour lesquelles les revenus espérés ne sont pas forcément atteints, on pourrait peut-être avoir évidemment des résultats positifs. Je vais vous montrer 3 figures, 3 graphiques qui illustrent le regard qu'on peut porter sur ce type de mesures. C'est 3 dispositifs qui ont concerné les médecins généralistes, mais pas uniquement. Et ici, c'est regardé pour les médecins généralistes, et on regarde sur les points rouges et les points bleus comment a évolué la densité médicale pour les médecins généralistes jeunes, de moins de 40 ans ici. On a fait évidemment les estimations pour les moins de 45 ans. Entre des territoires qui se sont retrouvés éligibles à des aides particulières, d'exonération de taxes, d'exonération d'impôts ou d'aides, et en avant-après. Donc quand on compare avant-après la mise en place de ce type de mesures et en comparant des territoires avec et sans mesure, ce qu'on observe, c'est qu'un effet en moyenne en France entière, nul. Aucun impact de ce type de mesure sur le fait de changer les dynamiques d'installation qui conduiraient à des modifications profondes des niveaux de dotation exprimés ici en densité. À la fois pour le dispositif qui concerne des zones d'aménagement particulières, pour les zones qui sont
dans les dispositifs de zones rurales et pour des dispositifs relativement au zonage médecin généraliste. Alors effectivement, on trouvera toujours des exemples individuels où on a pu constater qu'une aide financière a été un élément qui a pu accompagner une localisation d'activité, mais encore une fois, au niveau macro, quand on prend l'ensemble du territoire français, quand on prend l'ensemble des municipalités qui se sont retrouvées éligibles relativement à ces dispositifs, quand on prend une période de temps relativement longue, puisque là on a pu observer les choses de 2004 à 2022, il n'y a pas d'élément probant pour dire que les incitations financières aujourd'hui ont la capacité à modifier le cours des choses en termes de localisation d'activité et de maintien d'activité. Autre dispositif mobilisé en France, ça a été évoqué ce matin puisque ça va être bientôt actif également pour les chirurgiens dentistes, c'est la question de mettre en place des dispositifs de limitation d'installation dans les zones surdotées et d'incitation financière dans les zones sous-dotées. Ça a été mis en place notamment pour 3 professions qu'on est en train de regarder. Une profession pour laquelle on a déjà publié les résultats avec mes collègues, et notamment Fanny Duchesne et Guillaume Chevillard, sur les infirmiers et infirmières, et des travaux en cours avec mes collègues Yann Vidot et Johan Gallaré, et également des travaux dans le cadre d'autres chercheurs du côté de Strasbourg sur les sages-femmes. Vous avez ici les résultats sur qu'est-ce qui s'est passé avant-après 2012, tout en haut en vert pour 3 types de territoires, en très plein pour les territoires qui ont connu des limitations à l'installation, en gros pointillé pour des territoires qui n'avaient ni limitation ni incitation, et en pointillé petit des territoires qui avaient des incitations financières et évidemment pas de limitation. Et les résultats sont exprimés en évolution de la densité pour les infirmiers et infirmières de moins de 40 ans. Ce qu'on a pu observer, c'est 2 choses évidentes. La première chose, c'est que le mécanisme de limitation a produit des effets massifs de réduction des niveaux de dotation et a produit un mécanisme de convergence des niveaux de dotation entre les territoires selon les 3 grandes catégorisations, sous-dense, intermédiaire ou surdense. Je mets des guillemets à tout ça, puisqu'évidemment, ce ne sont pas forcément des qualifications objectives. Lorsqu'on regarde pour les moins de 40 ans, donc les nouveaux installés, là c'est frappant, c'est carrément une convergence qui arrive à des niveaux de densité pour des moins de 40 ans qui sont quasi équivalentes maintenant entre ces 3 types de territoires. Pour autant, ce qu'on observe aussi, c'est que l'idée que l'incitation financière permet de redéployer les effectifs qui ne se sont pas localisés dans les zones surdenses en lien avec le principe de limitation n'a pas conduit à des localisations d'activité uniquement dans les territoires avec incitation financière, puisque les territoires intermédiaires sans limitation et sans incitation ont connu également une croissance importante de leurs effectifs. Donc on peut quand même s'interroger dans ce type de dispositif pour savoir si la composante incitative est vraiment nécessaire pour accompagner les mouvements de localisation. On fait cet exercice également sur les masseurs-kinésithérapeutes. C'est toujours pas publié, c'est un travail en cours qu'on réalise donc avec Johan Gallaré et Yann Vidot. Et vous avez ici les évolutions avant-après la mise en place de ces dispositifs de limitation-incitation, avant-après 2017, en comparant l'évolution pour les territoires bien dotés, intermédiaires et les territoires sous-dotés. On observe exactement le même mécanisme que pour les infirmiers et infirmières. La limitation produit bien des effets en termes de diminution des niveaux de dotation, et ce sont les territoires intermédiaires et les territoires sous-dotés qui ont profité de ces installations, mais les territoires sous-dotés, avec incitation, n'ont pas profité plus que les territoires intermédiaires de ces redéploiements de professionnels. La question des migrations en France n'a pas été mobilisée réellement de façon proactive dans le champ du libéral. On a pour autant connu des événements au niveau européen, avec la reconnaissance automatique des diplômes et avec l'élargissement de l'Union européenne à la Roumanie et à la Bulgarie, qui a produit un choc autour des années 2007, avec un supplément de professionnels originaires de ces pays,
qui sont venus localiser leur activité en France, compte tenu de la place notamment du français dans leurs études initiales. On a pu analyser à partir des données de l'Ordre des médecins avec mes collègues Guillaume Chevillard et Véronique Lucas-Gabrielli s'il y avait des comportements de localisation d'activité pour ces médecins étrangers qui sont diplômés de médecine générale et qui orientent leur exercice vers la médecine générale en médecine de ville. Et on a pu observer sur une période de 10 ans qu'effectivement il y avait des comportements de localisation d'activité spécifiques avec une plus grande proportion d'entre eux qui s'installaient dans deux grands types de territoires défavorisés, soit des zones urbaines périphériques moins bien dotées, soit des zones rurales. On a pu observer, j'accélère un peu, excusez-moi, qu'on a bien quasiment une proportion quasi doublée de médecins diplômés à l'étranger par rapport à d'autres caractéristiques individuelles qui vont localiser leur activité en marge rurale par rapport à des médecins nés et diplômés en France, avec des taux qui sont autour de 36% contre 20% pour les médecins nés et diplômés en France, et des écarts moindres pour la question de l'installation dans les espaces périurbains sous-dotés, 27% contre 18%. On a pu analyser pour les territoires, ces deux types de territoires défavorisés, qu'est-ce que produisaient ces localisations d'activité sur l'évolution de la densité médicale. Et autour de ce pointillé, avant-après la localisation de ces activités, on a quasiment des suppléments de densité et des niveaux de dotation qui s'élèvent à peu près à plus 7 à plus 4 médecins pour 100 000 habitants, y compris 4 à 5 ans après la localisation de leur activité. Donc il y a un peu de mobilité post-première installation, mais on a quand même un maintien qui est relativement fort. Et donc, à l'instar de ce qu'on observe dans d'autres pays, les professionnels nés et diplômés dans d'autres pays ont aussi plus tendance à aller localiser leur activité en médecine générale ou médecine interne et dans les espaces ruraux défavorisés. Enfin, la question de l'exercice pluriprofessionnel, et c'est un élément majeur identifié dans les expériences étrangères relativement à la capacité à proposer des modes d'exercice qui sont attractifs pour les nouveaux diplômés. La France, comme vous le savez, a connu un développement très important du nombre de maisons de santé et de centres de santé, avec des localisations spécifiques qu'on a déjà documentées dans des travaux passés avec Guillaume Chevillard, une propension à avoir des structures qui sont localisées pour 2/3 d'entre elles dans des espaces périurbains défavorisés ou des zones rurales défavorisées. D'autres travaux nous ont permis de montrer qu'il y avait de façon objective du partage d'activités dans ces structures et des modifications d'activités qui produisaient des augmentations de capacité à suivre un nombre de patients plus important. Je vais vous montrer quelques résultats de ces travaux. Donc avec Guillaume Chevillard, on a pu identifier pour deux grands types de territoires, les marges rurales à gauche en vert et les espaces urbains défavorisés en rouge à droite. Les courbes vertes, les courtes courbes foncées, pardon, sont les évolutions de niveau de dotation pour les territoires qui connaissent des localisations d'une ou plusieurs maisons de santé au niveau des territoires de vie. Et la courbe plus claire, ce sont pour les territoires qui sont équivalents en termes de caractéristiques, mais qui n'ont pas connu de localisation de ce type de structure. En dynamique, c'est assez clair, les territoires qui ont vu et ont expérimenté ce type de localisation d'activité ont une plus grande capacité d'attirer des professionnels, et il y a eu des témoignages ce matin pour votre territoire qui vont également dans ce sens. On a il y a 4 ans, et on a renouvelé cet exercice, là il est en cours, on a essayé d'estimer le nombre de médecins que cela représentait en plus pour les territoires qui connaissaient ce type de localisation, et on estime entre ceux qui ont et qui n'ont pas en plus des incitations financières à plus 11 à plus 16 médecins pour 100 000 habitants en moyenne, en effet cumulé entre la période sans maison de santé et la période avec maison de santé, en comparant encore une fois des territoires équivalents qui n'ont pas connu ce type d'exercice. Donc ce sont des effets quand même qui sont assez massifs et qui surtout se maintiennent dans le temps,
puisqu'on a conduit ces travaux à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années. On est à notre 3e estimation et aujourd'hui on couvre la période 2004 à 2023 avec des résultats relativement robustes. L'autre sujet, c'est que par ailleurs, dans ces structures, l'organisation du travail conduit à des capacités différentes pour les médecins généralistes. Lorsqu'on analyse l'activité de médecine générale, on a pu faire ces exercices avec 2 bases de données. Tout à gauche, c'est avec une base de données qui s'appelle une base de données qui est à Paris, des données fiscales de la DGFiP avec les données de l'assurance maladie. C'est avec un recueil d'informations à différents moments dans le temps, et on suit les individus. Donc on suit des médecins généralistes de 2005 à aujourd'hui. La prochaine livraison sera bientôt pour 2019. La courbe en jaune, c'est l'évolution de l'activité pour les médecins qui basculent en maison de santé. La courbe en bleu pointillé, c'est l'évolution du nombre de patients vus pour les médecins qui ne changent pas de mode d'exercice et qui restent dans les exercices standards hors maison de santé. Ce qu'on observe de façon très nette, et je pourrais vous expliquer aussi au niveau individuel, c'est qu'il y a des suppléments d'activité très forts en nombre de patients vus, en nombre de patients inscrits médecins traitants, sans aucune modification majeure sur le temps de travail hebdomadaire, mais par contre avec des changements sur le nombre de semaines de vacances par an, et sans aucune modification majeure sur le nombre d'actes et de services délivrés, à part pour quelques actes techniques. On a fait cet exercice également à partir des données uniquement de l'assurance maladie, avec Christophe Le Soir et Yann Vidot, et c'est le graphique à droite. Vous voyez ici l'estimation de l'évolution du nombre de patients vus au moins une fois au cours d'un trimestre pour un médecin généraliste, et la barre pointillée vous pointe le moment où ce professionnel, médecin généraliste, bascule en maison de santé. Et là, on a quasiment assez rapidement, au bout de 3-4 trimestres, une modification importante avec une augmentation de la taille des patientèles qui va jusqu'à 40 à 50 patients supplémentaires par trimestre, vus au moins une fois, et à l'équivalent pour les patients inscrits médecins traitants autour de 35 patients supplémentaires. Ces résultats, ils sont importants, ils s'inscrivent dans d'autres travaux, dans d'autres pays qui vont exactement dans la même direction. Il y a très clairement ce qu'on appelle en économie des gains de productivité assez forts lorsqu'on passe d'un exercice isolé ou d'un exercice regroupé monodisciplinaire à des exercices pluriprofessionnels tels que ceux qu'on observe en maison de santé ou centre de santé. En guise de conclusion, j'avais promis 30 minutes pour raccourcir pour ce matin, je suis à 35. Grande conclusion, en France ou à l'international, les incitations financières sont vraiment à mobiliser avec précaution parce qu'elles ne montrent pas d'effet tangible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'effet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des professions pour lesquelles ça peut jouer, mais il faut vraiment réfléchir à l'opportunité et à la pertinence de les mobiliser. Les mesures sur les conditions de travail, les modes d'exercice semblent avoir des effets beaucoup plus massifs, à la fois en termes d'attraction et de maintien, et dans 2 directions, dans la direction d'attirer des professionnels et dans une autre direction de leur permettre de dégager du temps, de redéployer la façon de travailler pour suivre plus de monde. Donc en gros, d'avoir une capacité à absorber la demande qui n'est pas satisfaite. Les migrations ont des impacts positifs, mais les effectifs restent relativement modestes dans le contexte français. Les mesures coercitives, incitatives ont des effets pour des professions et dans un contexte particulier de flux de formation qui sont importants entrants. Donc la question de la limitation à l'installation, il me semble, doit être quand même regardée pour les années futures et pas pour maintenant évidemment, puisqu'on a des flux de formation qui ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins sur le territoire. Mais d'ici les années 2035-40, il faudra peut-être se poser la question de ce type de dispositif avec des flux plus importants en sortie des études médicales. Et enfin, la question des attaches et des origines est trop peu et pas assez regardée dans le contexte de la politique française. Vous avez témoigné d'initiatives en 04 et qu'on peut observer aussi dans d'autres territoires, la Nièvre, Lyon, qui ont mis en place ce type de dispositif de formation délocalisée sur les premières années, de ciblage particulier, d'accompagnement au moment des études, des aides au logement, aides au transport et d'aide financière pour les études, mais aussi
c'est aussi une façon de suivre et d'accompagner des professionnels en formation et de construire avec eux et d'échanger avec eux sur leurs projets futurs professionnels. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement structurants, des éléments qui sont lourds, avec des effets vraiment à très long terme, mais qui sont en capacité de modifier en profondeur les comportements de localisation d'activité. De notre point de vue, ça doit se doubler d'une réflexion plus générale sur qui rentre dans les études, comment est-ce qu'on sélectionne, quels sont les contenus de formation, et notamment sur la très grande question des expériences professionnelles dans d'autres lieux que l'hôpital. La fréquence, la durée et la qualité de ces expériences peut être déterminante sur les localisations d'activités futures. On va poursuivre les travaux dans cette direction avec mes collègues pour documenter les comportements d'installation à partir d'enquêtes auprès des professionnels pour essayer d'étayer ces pistes qui sont évidentes et bien observées dans d'autres pays, notamment au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et en Norvège. Et enfin, dernier point, cette question de la difficulté pour la politique sanitaire de poser un pansement, si je puis dire, sur des politiques d'aménagement du territoire qui ne vont pas forcément aller dans la bonne direction relativement à la localisation de services. Et évidemment, cette question de la transversalité qui a été évoquée ce matin pour la question des acteurs et des professionnels du sanitaire et du social, elle se pose aussi sur les grands types de politiques, et notamment sur la politique sanitaire par rapport à la politique d'aménagement du territoire. Bon, je suis désolé, j'ai dépassé de 5 minutes par rapport à ce que je vous avais proposé comme réajustement. Je laisse la place aux questions et je vous remercie pour l'invitation et pour les échanges. Merci Julien Mousquet pour toutes ces informations complètes et très étendues. S'il y a des questions dans la salle à notre invité. Oui, bonjour. Vice-président du Conseil régional de l'Ordre et ancien médecin généraliste de montagne à retraité. En ce qui concerne les aides, l'aide d'un assistant médical pour libérer du temps médical aux médecins, la question doit se poser d'une manière différente selon le mode d'exercice, qu'il soit rural ou en zone de ville, tout simplement parce que l'expérience que j'en ai, c'est que lorsque vous êtes dans un cabinet rural, vous pouvez être amené à faire pratiquement toutes les spécialités. Vous pouvez passer de la gynécologie, faire un frottis, faire un examen des seins, passer de la pédiatrie, examiner un nourrisson, faire de la traumatologie. C'est un temps qui est assez important. La consultation peut durer 20 minutes. Et c'est vrai qu'un assistant médical ne vous apportera pas suffisamment ne vous rapportera pas suffisamment de temps sur votre temps médical par rapport à une clientèle de ville. C'est vrai que déshabiller un patient âgé, si c'est fait à côté par un assistant médical qui lui prend la tension, qui lui prend toutes les constantes, qui vérifie son traitement, son suivi glycémique, etc., ça peut gagner du temps au niveau d'une consultation de ville. Mais en périphérie, franchement, je ne le crois pas. Voilà. Je vous remercie pour la question. Alors, premier point, oui, vous avez raison. Quand on regarde ce type d'expérience, non, petit bémol du reste, pour l'instant, pour les assistants médicaux, on n'a pas encore de dispositif évaluatif. Voilà, on a fait des travaux sur les infirmières azalées, les IPA, sur les professionnels exerçant en maison de santé, mais pas spécifiquement sur les assistants médicaux, même si on devrait pouvoir le faire dans un horizon relativement proche. Pour les expériences qu'on a pu regarder, effectivement, les modifications vont être, et les impacts sur l'évolution de l'activité du médecin vont être d'autant plus fortes que ces exercices sont localisés dans des zones où il y a des besoins. Que ce soit des espaces ruraux, mais aussi des espaces périurbains défavorisés. Vous ne l'avez pas forcément à l'esprit, mais
Il y a eu des dynamiques d'étalement urbain avec des mouvements de population massifs dans plein de métropoles et autour de métropoles régionales et de grandes villes qui ont conduit à des arrivées de population très importantes dans des territoires sans pour autant que les services, y compris en santé, aient suivi. Dans ces territoires également, ça a des impacts sur l'activité. Donc ce n'est pas qu'un gradient urbain-rural, c'est surtout la question évidemment de zones avec moins de capacité à répondre à la demande par rapport à d'autres. Donc vous retrouvez des effets dans ce type de territoire, mais oui, les effets sont d'autant plus importants qu'il y a des déséquilibres par rapport à la demande qui n'est pas satisfaite. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais réagir sur la question des effectifs et de la comptabilisation des effectifs. Je pense aux infirmiers, les soins infirmiers qui sont comptabilisés comme surdotés sur certains territoires. Et malgré cela, d'énormes difficultés pour les personnes en situation de handicap ou des personnes âgées très dépendantes pour avoir accès à une infirmière le soir ou la journée ou plusieurs fois par jour. Et donc, oui, pour des zonages, mais comment on compte les effectifs? Est-ce qu'on prend bien en compte aussi la question de la ruralité et des trajets qui prennent plus de temps pour les professionnels du domicile? Alors, effectivement, j'ai un peu insisté sur les questions de déséquilibre de répartition pour les médecins, un peu moins pour les autres professionnels. Il est vrai que pour les infirmières, pour les masseurs-kinés, pour les sages-femmes, etc., on observe également des déséquilibres de répartition, donc y compris pour des professions pour lesquelles les flux de formation alimentent beaucoup plus en professionnels que les médecins. Donc, effectivement, c'est ce que je disais un peu à un moment donné, c'est que je vous ai dit, attention, indépendamment des flux qu'on a à un moment donné dans le temps, en France, on a quelque chose de particulier en ce que la localisation de l'offre sans dispositif de régulation renouvelé, repensé, va se localiser là où il y a des besoins. Donc oui, il y a des territoires qui cumulent des besoins ou qui ont des besoins spécifiques, et donc lorsqu'on cumule médecin généraliste, infirmier, infirmière et par exemple masseur-kiné, donc qui sont trois professions qui vont en théorie pas mal au domicile pour les deux dernières, masseur, kiné, infirmier, infirmière, il y a des territoires qui connaissent des difficultés d'accès massives pour ces trois professions. Donc tout à fait. Pour autant, quand on a on a une relation, je rentre dans un point technique, mais c'est très important, quand les professionnels sont rémunérés à l'activité, aujourd'hui en France, donc les médecins généralistes, etc., on peut aller localiser son activité dans une zone plus concurrentielle, sans que pour autant c'est des conséquences économiques. Alors je suis désolé, ça va peut-être un peu être urticant, mais de fait, les offreurs de soins ont une capacité un peu d'influencer la demande. Je pourrais vous montrer des multiples travaux sur cette question, y compris sur données françaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir au fait de se dire, est-ce que c'est pertinent de poursuivre de la localisation d'activités dans des zones dans lesquelles il y a déjà plus d'offres, parce qu'ils vont être capables de générer de l'activité, ils vont être capables de générer des revenus, alors qu'on a des besoins ailleurs. Donc voilà, je ne fermerai pas complètement la porte à cette question de la pertinence lorsqu'on a des flux importants et lorsqu'on a des différences de dotation sur cette question de la limitation de la localisation. Pour la dernière question, ça veut dire évidemment qu'il faut être très pertinent et très adéquat dans la définition des zones, dans la compréhension qu'on a des déséquilibres. Et oui, évidemment, aujourd'hui, cette compréhension, elle est partielle, parce qu'on a des outils de mesure qui ne sont pas satisfaisants, qui ne sont pas complets, et qu'il nous appartient d'étoffer pour avoir des définitions de zones plus pertinentes. Oui, monsieur Mousquez, bonjour. Bizet Rodolphe, je suis représentant de l'URPS des kinésithérapeutes et membre du Conseil territorial de santé. Merci pour votre venue parce que ça me fait étayer le travail qu'on mène actuellement au Conseil territorial de santé et qui justifie les actions et les orientations qu'on est en train de prendre. Donc je pense que sous le couvert de mes collègues du Conseil territorial de santé, qu'on est dans le juste, on est dans le vrai. Je voulais juste vous donner un petit éclairage sur les zonages, puisque c'est de ce dont on parle. En tant que kinésithérapeute, on suit ça avec un grand intérêt et on voit que le précédent zonage n'a pas amené les mesures escomptées, en tout cas qui ont été prises, n'ont pas amené les effets souhaités. À savoir que les bassins côtiers profitent toujours d'une attractivité énorme. Il y a des sortes d'évitements dans les contrats, que ce soit du remplacement, de l'assistanat, mais on n'a pas bénéficié sur le territoire
d'une forte attractivité du fait de ces zonages. Et pour les kinésithérapeutes, en tout cas pour le département, il faut être assez transparent. D'ici 5 ans, il y aura quand même une baisse assez importante du nombre de praticiens en kinésithérapie. Après, on vous rejoint tout à fait sur l'exercice coordonné qui amène vraiment des solutions pour les professionnels de santé et le triptyque sur lequel les MSP se positionnent, c'est-à-dire médecine générale, infirmière et kiné. Mais ce zonage, effectivement, on peut déjà annoncer quelques données non factuelles, mais le ressenti, c'est qu'il n'a pas amené l'effet escompté. Alors effectivement, on peut avoir des particularités dans certains territoires. Donc ce que je vous ai présenté, c'est pour l'ensemble des territoires concernés en moyenne. Donc effectivement, après, on a tout un travail d'hétérogénéité, d'essayer d'identifier ceux qui ont profité et pas, et pourquoi ils n'en ont pas. Évidemment, on est bien alerté sur ces questions pour travailler aussi avec les ordres professionnels concernés. On a évidemment bien identifié que pour les masseurs kinés, il y avait plus de mécanismes de contournement, voilà, pris de façon très générale, entre guillemets, que pour les infirmiers et infirmières, et que donc ça pouvait poser des questions relativement à l'efficacité. Mais au stade où l'on en est aujourd'hui, on aura fini les travaux dans 3-4 mois, pour l'instant, quand même, on a quasiment des effets qui sont à peu près de même nature. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, à un endroit particulier, on ne va pas observer ce phénomène. Par exemple ici en 0,4. Merci M. Mousquet, j'en profite, je suis juste derrière mon confrère. Je me joins d'ailleurs à ses propos sur tout l'intérêt de votre présentation. C'était l'enjeu aussi de cette journée, de mettre un peu de science dans nos actions. C'est un enjeu de politique publique d'une manière générale, d'évaluer ce qu'on fait. Et là, vous avez pu brillamment, de manière très claire, nous présenter ce sur quoi il faut qu'on insiste et ce sur quoi peut-être il faut qu'on lève le pied. Sur les aides à l'installation, d'ailleurs, je crois que le niveau national l'a bien pris en compte, puisque la récente convention avec la CEPAM a revu significativement, alors je suis au regret de l'annoncer, mais effectivement à la baisse des enjeux d'aide à l'installation. Mais ça va dans votre propos, bien pris en revanche qu'on est effectivement dans le bon ton sur le développement des MSP. Un point que vous avez souligné et qui me semble intéressant, sur lequel peut-être on a encore à creuser, vous aviez évoqué les enjeux peut-être dont on s'est peu emparé en France, sur les enjeux de recrutement dans les filières de formation en médecine. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments sur ce point-là, mais j'entends les représentants syndicaux ce matin évoquer cette question de est-ce qu'on pourrait localement financer des bourses avec l'enjeu ou la contrainte, ou du moins la conditionnalité derrière de demander aux jeunes de s'installer sur le territoire qui aurait financé leur formation. Est-ce que vous avez des études sur ce point-là? Est-ce qu'il y a des territoires qui l'ont déjà fait? Et s'ils l'ont fait, est-ce que ça fonctionne? Et effectivement, ça permet de garder les jeunes au long cours. Alors, votre question ouvre une réponse et une réflexion. Une réflexion sur laquelle je voulais revenir, je crois que je retiens le micro à un moment donné en fin de journée, mais du coup je le glisse ici. Il y a un point important quand même, en France on a du mal à capitaliser parfois sur les dispositifs innovants qui sont mis en place, et parfois ce manque de capitalisation il est pas lié au fait qu'on n'a pas envie de dire ce qu'on a fait, comment on l'a fait, ce que ça produit, c'est qu'en fait on n'a pas construit le dispositif d'information suffisamment poussé pour aller au bout d'un processus qu'on va appeler ici évaluation. Évaluation, ça veut dire un cadre de référence, voilà, ça veut dire l'ailleurs, ça veut dire l'avant, et ça veut dire aussi des données individuelles. Voilà. Et souvent on manque de données individuelles, on manque d'agrégation de résultats, qui rend difficile le processus d'évaluation. Donc voilà, c'est une réflexion que je pourrais avoir avec vous. C'est vraiment un élément central. On est en retard par rapport à d'autres pays, en partie parce qu'on ne se donne pas les moyens de bien documenter et de bien évaluer certains dispositifs innovants qu'on met en place. Le deuxième